Oui, bien, bonjour tous. Je voulais parler de ce qu'il en était bien, de la grande sœur. Euh, D'abord, il n'y a de grande sœur que du point de vue de la perception. C'est du point de vue de la narration d'un jeu euh, qui rôde autour d'elle, quoi, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, d'un point de vue assez distancié, un peu comme ça, en palpant un peu les foules, les masses, il y aurait des femmes. Mais sait-on parmi elles s'il y a des sœurs? Et je crois que le savoir intime entre un frère et une sœur, euh, c'est aussi d'ailleurs comme entre un petit frère et sa grande sœur, ce savoir intime, euh, c'est quelque chose qui est bien là comme plutôt aussi une sorte de feeling, une sorte de complicité intellectuelle, une complicité dans la sensibilité qu'on a. Et voilà. Et c'est vrai qu'il me semble que bien la socialisation, ce que réclament les entreprises, c'est que cette sœur soit une femme, non pas dans une individuation, mais dans une performance. Autrement dit, la sœur devient, comment dire, un instrument tranchant dans la matière sociale qu'il y a à performer. La performance étant bien développée dans la société occidentale, alors qu'il en est tout autrement dans les sociétés du Pacifique et dans les sociétés orientales, et bien cette performance-là fait que, aussi chiffrée soit-elle, fait que eh bien, la question de la grande sœur, pour faire référence à Monsieur Ruffo, ce cher psychiatre, un peu connu des médias en papier glacé, c'est que, eh bien, c'est jamais simple, en fait. C'est jamais simple. Alors, aller chercher dans le feng shui, si on est de l'élément métal et qu'on est devant une sœur qui est de l'élément, ou plutôt l'inverse, si on est de l'élément bois et qu'on va chercher chez sa sœur quelque chose qui serait de l'élément métal, bon, je veux bien, enfin, est-ce qu'on va loin avec ça? Je suis pas certain je pense qu'on va dans une impasse. Si je prends par exemple des femmes de la génération de ma sœur euh, et qu'elles sont philosophes, moi ce que je perçois tout de suite c'est le collage générationnel, si vous voulez. C'est pas tant la génération en elle-même dans son ontologie, c'est plutôt ce qu'il en est en termes de génération, c'est-à-dire en fait que euh, comment dire, la génération des femmes philosophes à laquelle appartient ma sœur ne fait pas de ma sœur une philosophe, si vous voulez. C'est que euh, la philosophie, comme les mathématiques, englobe des générations. Mais c'est vrai que on retrouve un style commun, une sorte de dénominateur commun entre ces femmes philosophes et ma sœur qui n'est absolument pas philosophe, et qu'il est d'une manière un peu plus posée sur la pratique sur la praxis de la vie, hein, et non pas sur la poésie, pour différer de certaines philosophes qui ont appris à lire des schémas philosophiques à travers la poésie, sans donner de nom. Donc effectivement, c'est des philosophes, ces philosophes, hein. C'est qui est bien sûr
ils ont une corde d'escalade en main. Et donc, ils ne perdent pas le nord dans leur philosophie plutôt que dans leur philosophie, quoi. C'est-à-dire, je vais m'arrêter sur cet enregistrement, mais il me semble que quand même, ce qui fait qu'on peut avoir une connaissance meilleure d'un savoir philosophique, c'est en passant par le philosophe lui-même, qui appartient à telle génération, appartenant à, enfin, en tout cas, appartenant à telle époque, ou en tout cas, du moins, absorbant et digérant et déféquant les objets de son époque. Et que donc, effectivement, sans voir ce tas d'immondices, ce que je peux dire, c'est que, effectivement, il y a là une part de consommation gigantesque quand même, qui est à 90% occupante et qui fait que ce soit des livres ou des McDo ou que sais-je, ou des, euh, ou des, euh, ou des vins ou des verres de vin, eh bien, pour autant, il s'agit toujours de la même chose, hein. C'est que ce sont des générations de consommateurs. Et il est difficile de s'en extirper. On ne fait pas une césure comme ça pour atteindre la place ascétique de la coupure épistémologique de Gaston Bachelard, qui me paraît être assez artificielle. Donc la question, c'est qu'en fait, euh, ben, cette philosophie, c'est la ruse, évidemment. Et cette ruse, elle est pardon, excusez-moi, inextricable, je vais y arriver, euh, de la consommation, si vous voulez. Et cette ruse s'ensuit d'une production, hein, et d'un cheminement. Bon. Et donc, il y a là un intérêt égoïste qui n'apparaît pas, qui a le propre de ne pas apparaître, justement, qui a le propre d'être une ombre, c'est-à-dire qui a le propre de se produire en tant qu'ombre et d'être tapi dans l'obscurité la plus totale, c'est-à-dire qu'effectivement, la ruse du philosophe ou de la philosophe, c'est précisément de jouir, c'est ce plus de jouir. Qu'est-ce que ça veut dire le plus de jouir? Ça veut dire que simplement il y a une plus-value et de la jouissance qui se mélangent pour faire un néologisme qui est le plus de jouir. C'est-à-dire qu'en fait, il y a du bénéfice net, si vous voulez, tout simplement, entre A moins B égale C. C'est-à-dire que si A est supérieur à B, vous aurez une valeur C positive. Si c'est l'inverse, vous aurez une valeur C négative. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est coûteux, mais qui traverse la chair même d'une situation, aussi épaisse soit-elle, eh bien, il peut en résulter un bénéfice, parce que le côté constructif qu'il en ressortira sera supérieur à la pénibilité, au coût, et cela, ça permet d'assurer son plus de jouir. Hein, c'est pas bon. Voilà, je vais m'arrêter là, je vous remercie beaucoup. Merci.